Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va plutôt on va casser des mythes et pas autre chose. Ça commence mal cette vidéo, on est d'accord? Je vais vous donner les 6 mythes finalement que je rencontre le plus souvent, les objections que j'ai le plus souvent quand je vous ai au téléphone, par email, que je vous rencontre à des événements ou des choses comme ça. Je vais vous dire et je vais surtout vous répondre. Donc la première, c'est de se dire, ouais mais non, il faut timer le market, il faut que je rentre au bon moment, il faut que je sorte au bon moment. Non, pour moi ça, je trouve ça très prétentieux. Ça veut dire que vous devez avoir raison deux fois. Une fois sur le moment où rentrer, une fois sur le moment où sortir. Donc deux fois en tout. Donc c'est-à-dire rentrer au plus bas et sortir au plus haut. Donc acheter au plus bas et vendre au plus haut. Ce qui est littéralement impossible. Vous pouvez le faire une fois par chance, vous pouvez pas le faire deux fois. Vous pouvez pas le faire trois fois. Même les professionnels pour qui c'est le métier ne le font pas et n'y y arrivent pas. Donc ça c'est le premier point. N'essayez jamais de rentrer au meilleur moment ou de sortir au meilleur moment puisque ça ne sert à rien. C'est une cause perdue, c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue. Également, j'ai beaucoup de clients qui me disent est-ce que c'est le bon moment finalement? Est-ce qu'aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, c'est le bon moment? Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui, avec ce raisonnement, attendent des crashs et ils n'ont pas en tête l'idée de se dire que oui, potentiellement, il y aura un crash. Et c'est même pas potentiellement, il y aura un crash, c'est une certitude. Mais sur quel plus bas va faire retomber ce crash les cours? Potentiellement, ce nouveau plus bas, enfin ce plus bas, sera sur un palier encore plus haut que celui qu'on a aujourd'hui. Donc finalement, attendre un crash, oui, il va arriver. Mais quelle va être l'ampleur de ce crash et qui ne vous dit pas que ce crash aura lieu sur des prix plus hauts que ceux d'aujourd'hui? Donc faites très attention à ça parce que pendant ce temps-là, vous avez perdu des années de performance, des années de rentabilité, des années de dividendes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas timer le market, mais il faut être positionné sur ce marché le plus longtemps possible. Et celui qui investit le plus longtemps sur le marché, c'est celui qui gagnera toujours le plus. Donc il ne faut pas chercher à savoir quand rentrer ou quand sortir. Il faut être positionné, il faut le faire tout de suite. C'est aujourd'hui le meilleur moment. Le deuxième meilleur moment, c'était hier, mais c'est trop tard, c'est fini, c'est passé, on ne peut plus y retourner. Donc investissez tous les mois et ignorez le marché. Je vous mets rapidement à l'écran cette petite étude entre Jane, Jack et John et où on peut voir finalement que les trois ont des timings différents. Il y a quelqu'un qui a toujours le meilleur timing, il y en a un autre qui a le pire timing et il y a celui qui, je crois, a pas de timing, il s'en fout. Et on voit que la différence, elle n'est pas voilà, je ne vais pas dire qu'elle est faible en termes nominal, elle est élevée, ça fait beaucoup d'argent, mais par rapport au temps que ça prend et par rapport au fait que ce soit impossible de toujours être au pire moment ou d'être toujours au meilleur moment, mieux vaut comprendre que tout le monde a en fait en soi quelque chose de Jack et il faut être Jack, il ne faut pas avoir de timing. Tous les mois, tu te dis le premier du mois, le 5 du mois, le 10 du mois, le 15 du mois, je mets de l'argent et tu mets de l'argent, point, basta. Le deuxième mythe que je rencontre énormément, c'est j'ai pas assez d'argent pour investir. Excusez-moi, mais ça c'est une excuse pour ne rien faire parce que c'est toujours plus confortable de ne rien faire que de prendre le risque de faire quelque chose. Et malheureusement, en plus, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que de prendre le risque de faire ce quelque chose risque bien de vous amener vers quelque chose de très sympathique. En fait, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais avec 50 balles, avec 100 balles, avec 200 balles, ça vaut pas le coup. Prenez voilà le capital que pour vous vous imaginez être petit. Et en fait, combien de fois j'ai eu cette excuse? Combien de fois j'ai eu cette objection? Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ils n'ont pas encore en tête le potentiel et la puissance de cette stratégie, de ce qu'on appelle les intérêts composés, de ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Et en fait, si on prend un petit exemple de 100 dollars par mois investi, donc 100 dollars, 80 euros, 90 euros, investi à 8%, ce qui est la moyenne de rentabilité des marchés financiers sur le long terme pendant 30 ans, eh bien, on peut voir à l'écran, je vous ai préparé un petit screen également, que à terme, les intérêts prennent le dessus sur le capital que vous avez investi, puisque sur ce screen, en fait, vous avez 105 000 euros d'intérêt pour, entre guillemets, seulement 36 000 euros de capital. Je vous rappelle, 100 dollars par mois d'investi, ce qui est très très peu et ce que tout le monde peut faire. Donc à terme, on a une enveloppe globale de 141 000 euros ou dollars, voilà, 141 000 dollars, dont 105 000 sont représentés par les intérêts. C'est juste littéralement énorme. Et quand quelqu'un me dit je peux pas investir en bourse, j'ai pas assez d'argent, je pense que c'est simplement une méconnaissance encore une fois de cette stratégie. Donc c'est pour ça que je vous invite à cliquer dans la barre de description ci-dessous sur le lien de mon livre où je vous explique en large, en long et en travers la puissance de cette stratégie. C'est long au début, mais sur le long terme, je pense que vous sous-estimez littéralement vers où cela peut vous mener. Donc deuxième mythe, oubliez le fait que vous n'ayez pas assez d'argent. Si vous avez 50, 100, 150, 200 euros, ça suffit largement pour commencer cette stratégie. Le plus important, c'est d'être positionné maintenant, tout de suite, comme on l'a vu dans le premier mythe, et surtout de le faire tous les mois, d'investir tous les mois un peu d'argent à la hauteur de vos moyens. Ne cherchez pas à investir plus que ce que vous ne pouvez. Ne cherchez pas à manger des pâtes avec du beurre et de vous forcer. Il faut quand même vivre sa vie. Mais le plus important, c'est d'être positionné. Et croyez-moi, ça sera un très très beau cadeau sur le long terme que vous allez vous faire à vous, à vos proches et potentiellement à vos enfants. Troisième mythe, c'est sur l'âge. Alors, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Alors, c'est plutôt je suis trop vieux que je suis trop jeune. On n'est jamais trop jeune et je pense que tous ceux qui sont jeunes comprennent et j'espère la puissance du temps qu'ils ont devant eux. Moi, c'est un de mes plus grands regrets, comme je l'ai dit toujours et plusieurs fois. Alors voilà, j'ai que 28 ans, j'ai commencé à investir à 21 ans et j'ai commencé jeune, hein, on va pas se mentir. Mais j'aurais pu commencer encore plus tôt et au début, j'étais un peu lazy.
percevais pas forcément la puissance de cette stratégie comme je te l'ai dit dans le mythe numéro 2. Et aujourd'hui, je m'en mords un peu les doigts parce que je sais que mes résultats auraient déjà, à seulement l'âge de 28 ans, été décuplés si j'avais été un petit peu plus, on va dire, discipliné et si j'avais compris un peu plus tôt la puissance de cette stratégie. Mais bref, on ne remonte pas le temps et c'est pour ça, trop jeune, trop vieux ou surtout trop vieux, c'est une fausse excuse. Petit exemple chiffré. Aujourd'hui, avec une performance encore une fois de 8% de rentabilité, ce qui se fait sur le long terme sur les marchés financiers, hein, c'est la rentabilité des marchés financiers sur le long terme, il faudrait à quelqu'un, il faudrait 5467 dollars par mois d'investis pour avoir 1 million en 10 ans. Ok, ça vous l'avez en tête. Deuxième point, il faut 287 dollars par mois d'investis pour avoir 1 million en 40 ans. Donc, ce qu'on comprend avec ce que je viens de vous dire à l'instant sur ces chiffres, c'est que tout le monde, première chose, peut devenir millionnaire, même avec les plus petits salaires, puisque tout le monde peut mettre 287 dollars par mois et donc avoir 1 million de dollars au bout de 40 ans. Ça, je pense que personne ne va me contredire là-dessus. Pour ceux qui vont dire 287 dollars, c'est peut-être un peu beaucoup, ça fait déjà à peu près 230 euros et je pense que quasiment tout le monde, en tout cas la majeure partie des gens qui regardent ces vidéos, peuvent les trouver. Et deuxième chose, ce qu'on comprend, c'est que les vieux vont se dire, putain, moi, s'il me reste que 10 ans, entre guillemets, il faut que je mette 5467 dollars par mois pour avoir 1 million en 10 ans, alors qu'un plus jeune qui a 40 ans de temps devant lui, il peut ne mettre que 287 dollars par mois pour avoir à la fin 1 million également. Donc en fait, les vieux vont peut-être être désespérés en voyant ces chiffres et se dire que il leur faut plus d'argent pour avoir le même résultat. C'est la réalité, c'est la puissance du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez le temps devant vous, c'est très facile de devenir millionnaire. Littéralement, aujourd'hui, on idéalise le fait d'être millionnaire. Aujourd'hui, être millionnaire, déjà, de ce qui se passe d'un point de vue économique, inflation, etc., c'est nul. 1 million aujourd'hui, ça vaut plus grand chose. Le million d'il y a 30 ans, c'est selon moi 10 millions d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour être bien, déjà, pour commencer à être bien, on va dire, il faut 10 millions de patrimoine. Mais l'idée ici, pour rester sur le fantasme, on va dire, du million, c'est de dire que tout le monde peut devenir millionnaire. Tout dépend encore une fois de l'âge que vous avez, du potentiel de temps que vous avez, du potentiel d'argent que vous avez. Mais l'idée, c'est que si vous avez le temps devant vous, eh bien, votre effort financier sera plus faible. Par contre, si vous avez moins de temps devant vous, votre effort financier devra être plus élevé pour avoir le même résultat. Ok ? Le quatrième mythe, c'est que les sociétés les plus connues sont les meilleures. Aujourd'hui, les gens sont toujours attirés par ce qui brille. Si on parle de quelque chose sur les réseaux sociaux, si on parle de quelque chose partout, on a envie de ce quelque chose parce qu'on doit être dans la hype. On ne doit pas rater cette occasion d'être avec les autres troupeaux, avec les autres moutons du troupeau, pardon. Et il y a cette idée de croire que les meilleures sociétés sont forcément les meilleures. J'ai dit quoi? Les meilleures sociétés, non, les plus connues sont forcément les meilleures. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et en fait, les gens, par raccourci, se disent, ouais, si elle est connue, c'est que forcément l'entreprise, elle se porte bien, c'est qu'elle gagne beaucoup d'argent. Sinon, elle ne serait pas connue à ce point-là. On n'en parlerait pas sur les réseaux sociaux, on n'en parlerait pas à la télé, on n'en parlerait pas ici et là, elle ne serait pas sponsor de tous les événements, blablabla, blablabla, ce que vous voulez. Et en fait, pas forcément. Il y a plein d'entreprises qui sont très connues et déficitaires. Hein. Faut pas oublier ça. Il y a des entreprises aujourd'hui qui ont cette oxygène en permanence qui leur permettent de survivre parce qu'elles sont alimentées en cash frais qui vient de partout, d'investisseurs. Mais c'est pas pour autant qu'elles sont encore profitables et rentables. Donc, faut jamais oublier que l'entreprise, c'est pas parce qu'elle est connue qu'elle est rentable et surtout qu'il est intéressant d'investir dans celle-ci. Il faut toujours regarder le prix que vous allez payer parce que malheureusement, comme tout ce qui est connu, comme tout ce qui est populaire, généralement ça coûte très très cher. Rappelez-vous, dans la cour de récré, quand il fallait s'acheter le dernier truc à la mode, que ce soit un objet technologique ou des habits, des chaussures, une planche de skate, ce que vous voulez, malheureusement ça coûtait toujours une blinde et pas forcément avec la meilleure des qualités. Parce que c'était populaire, parce que tout le monde l'avait. Et ça, il y avait une trend, il y avait une tendance, tout le monde le voulait, donc les prix étaient élevés. Et il faut toujours regarder ce que vous allez payer, surtout en investissement en bourse, parce que le prix c'est ce que vous payez, la valeur c'est ce que vous obtenez. Citation très connue. Et il faut toujours regarder si d'un point de vue fondamental, ce que vous achetez, ça vaut réellement ce que vous avez payé. Et je pose une question, que préférez-vous entre acheter un billet de 100 dollars pour 150 dollars ou acheter un billet de 1 dollar pour 50 centimes de dollar? Vous allez me dire, Raph, ta question elle est bête. Je vais pas me faire arnaquer sur ton premier choix d'acheter un billet de 100 dollars pour 150 dollars. T'es con ou quoi? Je vais plutôt acheter le billet de 1 dollar pour 50 centimes de dollar. Et ça paraît évident, ça paraît rationnel. D'autant plus qu'on peut acheter 100 fois un billet de 1 dollar pour 50 centimes pour avoir la même valeur nominale que la première offre que je vous ai faite d'acheter un billet de 100 dollars pour 150 dollars. On est d'accord. Et pour autant, la réalité du terrain dans le milieu de l'investissement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter un billet de 100 dollars pour 150 dollars parce que c'est beau, parce que ça brille, parce que c'est populaire. Et Warren Buffett, que j'adore,
avait dit que acheter une action trop chère peut supprimer jusqu'à 10 ans de croissance de l'entreprise. Donc, des fois, j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent oui, mais qui déforment mon discours, qui me disent oui, mais regarde, de toute façon, on s'en fout d'acheter une action un peu trop chère parce que de toute façon, nous, on vise le long terme et que de toute façon, on encaisse le dividende. Non, non, non et renon. Je n'ai jamais dit ça. J'ai au contraire toujours insisté sur le fait que oui, en tant qu'investisseur orienté sur le dividende, on cherche à avoir du dividende, mais on cherche toujours à acheter au meilleur prix possible. C'est-à-dire que jamais je ne suis allé acheter une action qui me paraissait surévaluée par rapport à ce qu'elle vaut réellement. Encore une fois, on cherche le dividende, mais on cherche également à faire une bonne affaire et à faire une plus-value sur le long terme. Comme en immobilier, on fait la bonne affaire à l'achat. Donc les amis, faites attention, il n'y a pas que le dividende, il y a également la valeur de l'action et son prix et combien vous allez vous positionner parmi tout ça. Donc il faut faire très attention à ça. Et également, le souci, c'est que ne soyez pas intéressé comme tous les autres moutons du troupeau par une action quand tout le monde est intéressé par celle-ci, mais soyez intéressé par des actions dont personne ne parle et dont personne ne s'intéresse parce que c'est généralement là où c'est intéressant. Quand tout le monde parle d'une action, c'est le pire moment. Il faut vraiment éviter les achats populaires, les achats marketing, les achats populaires parce que c'est généralement le pire moment pour acheter. Concentrez-vous plutôt sur les entreprises dont personne ne parle. Moi, personnellement, c'est là où je vais souvent trouver mes meilleures affaires, des entreprises dont personne ne parle. Aujourd'hui, 2021-2022, on ne parle que des entreprises technologiques. Croyez-moi, il y a d'autres entreprises qui sont très intéressantes et dont personne ne parle. Alors, cinquième mythe, c'est les obligations. Les obligations seraient plus safe que les actions. En fait, c'est dans un imaginaire assez profond. On se dit, les obligations, c'est quoi? C'est de la dette d'État principalement. Alors, on va faire simple, on va résumer les obligations à ça, même s'il y a évidemment d'autres cas de figure. Grosso modo, c'est de la dette. Ok? C'est ce qui va me permettre d'alimenter mon discours sur ce cinquième mythe. Donc, les gens se disent, ok, c'est de la dette, donc c'est safe parce que c'est soutenu, c'est backé par les gouvernements, donc il y a un faible risque de défaut. Certes, pourquoi pas, on résume les choses de cette façon-là. Mais le gros souci, surtout en ce moment, c'est l'inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les obligations ne viennent pas couvrir votre inflation. Si votre obligation vous rapporte 3% d'intérêt, puisqu'avec de la dette, on parle d'intérêt, mais que l'inflation, elle est également de 3%. 3 moins 3, vous avez touché 3% d'intérêt, vous enlevez 3% d'inflation, on est à 0%. Encore une fois, je laisse de côté les détails, on va droit au but, on fait vraiment très très simple. C'est pour vous illustrer l'idée. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dette, c'est quelque chose qui est nominal. C'est-à-dire que si vous achetez un morceau de dette et qu'on vous la rembourse avec un intérêt de 3%, eh bien, ce 3%, c'est 3% sur une dette qui est nominale. Donc, ça ne va jamais évoluer à la hausse. C'est un contrat, c'est établi de cette façon-là, ça va se passer dans ces conditions-là. Sauf que dans l'environnement économique dans lequel on évolue, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il y a de l'inflation. D'autant plus en ce moment où on constate plus d'inflation que d'habitude. Et c'est là où les actions à dividendes sont beaucoup plus intéressantes puisque, eh bien, en bourse, c'est beaucoup plus facile. Alors, je ne vais pas dire forcément facile, mais c'est beaucoup plus atteignable de trouver des actions avec des dividendes qui vont être supérieurs à l'inflation, qui vont couvrir l'inflation et qui vont même augmenter, qui vont être supérieurs à l'inflation. Donc l'idée c'est, via les actions dividendes, de se dire que à la fois on se protège de l'inflation, donc notre argent a toujours son pouvoir d'achat, on conserve son pouvoir d'achat, et même on l'augmente puisque si l'inflation est de 3% et qu'on a une action à 6% de rentabilité, eh bien on a un delta de 3. Donc on continue de s'enrichir. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils n'ajustent pas l'inflation dans leur calcul de rentabilité et ne comprennent pas que l'inflation, c'est une sorte de taxe insidieuse, une sorte de taxe invisible. On ne le ressent pas forcément. Quand on a 500 000 euros sur son compte en banque, on a toujours 500 000 euros, même si l'inflation est passée par là. Par contre, ces 500 000 euros ne permettent plus de faire la même chose. Donc toujours penser quand on investit à l'inflation et toujours faire ces calculs de rentabilité ajustés à l'inflation. Et c'est donc logique parce que comme je te dis, la dette elle est nominale, ça bouge pas, c'est fixe, alors que les entreprises, elles vont vendre des produits. Par exemple, les entreprises qui commercialisent des boissons, si le coût de la matière première pour faire la boisson, donc de l'eau, du sucre ou ce que tu veux, eh bien il augmente, l'entreprise elle va répercuter ça sur le prix de sa boisson à la vente. Le consommateur, il va payer plus cher et l'entreprise, de cette façon, va pouvoir conserver ses marges et ses bénéfices. Ce qui fait que vous, en tant qu'investisseur qui percevez les dividendes de cette entreprise, eh bien, votre dividende également, il augmente et donc vous couvrez l'inflation, etc. Donc voilà, on fait encore une fois très très simple dans la démonstration, mais l'idée globale, elle est là. C'est impossible avec des obligations dont l'intérêt, il est fixe et sur une dette qui est nominale. Également, quand on regarde, je vous mets le petit schéma à l'écran, on voit que les obligations ont une performance qui est bien plus faible que les actions depuis bien longtemps, puisque les actions, elles ont une performance de 6,5% ajusté à l'inflation, très important, alors que les obligations ont une performance, comme vous le voyez à l'écran, de 2% ajusté de l'inflation. Donc on a un delta de 4,5%, c'est littéralement énorme et non négligeable. Et les amis, sixième et dernier mythe, c'est de se dire, il faut que je paye toutes mes dettes avant de commencer à investir. Oui,
et non. Je vais t'expliquer un petit peu plus en détail pourquoi. La réalité, c'est que payer sa dette, c'est toujours très très bien. Il y a un moment ou un autre, il faudra la payer. Une dette, comme son nom l'indique, c'est d'argent qu'on doit rendre à quelqu'un qui nous l'a prêté. Et en remboursant sa dette, ce qui se passe, c'est qu'on a finalement un rendement effectif qui est égal au taux d'intérêt qu'on paye, et en quelque sorte une sorte de rendement garanti. Et beaucoup d'entreprises qui sont cotées en bourse utilisent leur cash, leur trésorerie justement pour rembourser leur dette. C'est une des façons d'utiliser l'argent qu'elles ont à disposition. Elles peuvent verser un dividende, elles peuvent rembourser leur dette, elles peuvent racheter leurs actions, elles peuvent faire des investissements. Bref, elles peuvent faire pas mal de choses. Et certaines entreprises cotées utilisent leur cash pour baisser leur dette. Donc c'est également un très bon moyen d'utiliser son argent quand on a de l'argent à disposition et qu'on a également des dettes à rembourser. Sauf que, en tant que particulier, c'est légèrement différent puisqu'une entreprise cotée en bourse, c'est pas forcément les mêmes choix et les mêmes logiques qu'un particulier. En tant que particulier, selon moi, il y a deux cas de figure. Il faut discerner la bonne dette et la mauvaise dette, d'autant plus qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont très très faibles, sont proches de zéro, donc l'argent est littéralement gratuit. Donc c'est pour ça qu'il faut aborder la chose d'une façon un petit peu différente. La bonne dette et la mauvaise dette. La bonne dette, c'est tout ce qui sera un rapport à, l'investissement, investissement immobilier. De toute façon, il n'y a pas 50 000 possibilités, mais la bonne dette, c'est généralement ça. La mauvaise dette, c'est tout ce qui va être, prêt à la consommation, ça va être prêt à un ami, ça va être, je ne sais pas, prêt conso pour tout et n'importe quoi, pour une voiture, pour une télé, pour un frigo, ce que vous voulez. Là, c'est de la mauvaise dette et on va voir si ce sont des gros montants et si c'est facile pour vous à assumer. C'est ce qui va conditionner, oui ou non, il faut rembourser votre dette. Si c'est un petit montant et que c'est facilement assumable, j'ai envie de vous dire, commencez à investir tout de suite et rembourser progressivement vos dettes. Il n'y a pas de stress. Si c'est un petit montant et que c'est déjà difficile à rembourser, priorité au remboursement de vos dettes. Il ne faudra pas vous mettre dans des situations compliquées. Il faut avoir le sens des priorités. Si c'est un gros montant et qu'il est assumable, là encore une fois, commencez à investir tout de suite et rembourser progressivement votre dette. Et si c'est un gros montant et qu'il est non assumable, là, j'ai envie de vous dire, purgez tout le plus rapidement possible. Il faut d'abord assainir votre situation avant de commencer à investir. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir si votre dette actuelle, elle est bonne ou pas bonne. Donc bonne, c'est que l'immobilier généralement. Et si elle n'est pas bonne, se dire est-ce qu'elle est assumable ou pas. Si elle est assumable, commencez à investir tout de suite de façon progressive et safe. Si elle est non assumable, assainissez votre situation et ensuite vous commencez à investir. Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que, évidemment, toutes les années sur lesquelles vous n'êtes pas investi sur des produits d'investissement, on parle ici de bourse mais d'autres choses également, ce sont des années perdues et ce sont surtout des pertes d'intérêt composées, comme je vous le dis dans cette vidéo. Donc beaucoup d'argent qui est perdu. Et comme on dit toujours, le plus tôt, le mieux. Donc c'est pour ça que vous devez trouver vraiment le plus bel équilibre possible entre vos dettes et votre envie d'investir et votre potentiel, votre capital, parce que le temps qui passe, c'est un temps qu'on ne rattrapera jamais. Je vous remets également à l'écran ce graphe qui est très très important selon moi. On voit ici que quelqu'un qui investit de 25 à 35 ans, 5 000 $ par an et qui ensuite s'arrête aura toujours plus d'argent à 65 ans que quelqu'un qui investit 5 000 $ par an, le même montant donc de 35 ans à 65 ans. Donc on voit que la première personne elle a investi pendant 10 ans seulement et la deuxième personne elle a investi pendant 30 ans et pour autant c'est quand même la première personne qui se retrouve à la fin à 65 ans avec le plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé le plus tôt possible et encore une fois c'est la puissance du temps. Bref les amis, voici les 6 mythes que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'ils vous ont plu. Ce sont vraiment des choses qui me reviennent très souvent. Voilà, les obligations, j'ai pas assez d'argent, blablabla, blablabla, il faut que je time le market, j'ai trop de dettes, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'espère vous avoir répondu dans cette vidéo les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous avez pensé de cette vidéo. Partagez-la à vos amis investisseurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube, posez-moi vos questions et surtout, lisez bien la barre de description, beaucoup de ressources pour vous. Un livre papier de 704 pages dans lequel je vous partage toute mon expérience d'investisseur, un service mensuel dans lequel je vous partage les positions dans lesquelles j'investis mon propre argent tous les mois en bourse, une formation vidéo pour apprendre à investir comme je le fais moi qui est éligible au CPF, un séminaire présentiel qui arrivera très prochainement. Bref, beaucoup de ressources pour vous qui devraient vous intéresser. Tout est dans la barre de description. Merci à vous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.